Quel intérêt? Quel est l'intérêt de se dire atypique? Pourquoi à un moment donné, on a envie de dire au monde, de se dire à soi qu'on est atypique? Est-ce que c'est vraiment par masochisme? Est-ce que c'est vraiment parce qu'on a besoin d'une case, d'une étiquette? Est-ce que... pourquoi? Pourquoi ça peut être intéressant de se dire atypique? Je sais que y a beaucoup de gens qui sont heurtés par ça, par cette envie que certaines personnes ont de se dire atypique. Tout le monde n'adhère pas complètement. Alors ça ne veut pas dire que les gens sont en rejet de ça, mais disons que souvent les gens se posent la question, se disent mais pourquoi en parler? Quel est l'intérêt de tout ça? On est tous uniques, ainsi de suite. Et donc c'est de ça que je voudrais vous parler aujourd'hui, de cette problématique. Moi je pense que oui, ça ne vient pas de rien, l'intérêt de se dire atypique, et éventuellement même d'avoir d'autres noms. Des fois certaines personnes ont un trouble de l'attention, d'autres sont autistes, d'autres sont au potentiel, je sais pas, peu importe. Il va y avoir des caractéristiques et les gens vont vouloir les partager. Aujourd'hui, je vais plus m'attarder sur vraiment le terme atypique dans son sens général. Alors pour commencer, suis-je normal? C'est la question que se posent beaucoup de gens. Et on remarque que beaucoup de gens se posent la question suis-je normal, mais comme un problème existentiel. Quand on se pose la question suis-je normal, souvent on se dit oui, mais bon, est-ce que c'est si important d'être comme les autres, chacun fait son chemin, tout ça. Mais dans les faits, c'est ça peut être même un très très long processus d'intégrer l'idée que on n'est pas normal, qu'il y a quelque chose en nous qui n'est pas normal. Ça peut être un très long processus d'acceptation et d'accueil. On verra plus loin pourquoi. Je vais vous donner un exemple, une histoire que j'ai entendue récemment. Donc c'est un footballeur qui a osé dire qu'il était homosexuel. Et ça a été un très 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 long parcours pour lui d'acceptation, en fait. Et il se posait la question, et pourquoi je n'arrive pas à désirer les femmes? Il n'arrivait pas. Pourquoi les autres y arrivent et pourquoi moi j'y arrive pas? Et on peut se dire, c'est simple, il suffit de l'accepter. Chacun a ses particularités, chacun est différent. Il suffit de se dire, voilà, t'es comme ça mon gars, c'est pas grave, c'est très bien comme ça. Mais pourquoi c'est si compliqué? Pareil, on verra plus tard. Il y a des explications. Et donc, voilà, cette personne, ce footballeur, il a passé, ça a été un combat de fou, de réussir à assumer ça pour lui-même, et même ça a été encore un plus grand combat probablement, d'oser le dire publiquement, avec tous les problèmes et les freins que ça a engendré. C'est-à-dire qu'effectivement, il a appris que malgré des apparences, des gens qui disaient que non, il n'y a pas de souci, il peut bien y avoir des homosexuels dans le monde du football, apparemment, voilà, c'est quelque chose qui peut poser de réels problèmes. Voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails de cette histoire que j'ai vue, mais oui, il peut y avoir des rejets, des pressions, des comportements. Les comportements explicites peuvent être très gentils, mais les comportements implicites, c'est qu'on vous parle plus. Les comportements implicites, c'est que on vous fait moins confiance parce qu'on se dit, comme il disait lui-même, il disait un homosexuel égale un homme homosexuel, plus précisément, égale efféminé, égale faible, je sais pas quoi, un truc du genre, voilà. Donc c'est associé à la faiblesse, donc au fait que, parce que lui, je crois qu'il était professionnel, donc c'est à haut niveau, on imaginait peut-être, on aurait pu imaginer qu'il soit moins doué, moins fort, du simple fait qu'il soit homosexuel. Bref. Et donc, il y a souvent des tendances, des tendances à vouloir éluder. Donc justement, ce que je disais, tout le monde est unique, tout le monde a ses particularités. Donc pourquoi s'en faire? Pourquoi se poser toutes ces questions? Tout le monde, pourquoi on pourrait dire tout le monde est atypique, tout le monde a ses particularités? Pourquoi ça peut poser problème? Pourquoi ça peut être difficile à entendre en fait ce genre de phrase? Je vais vous donner un exemple. Imaginez quelqu'un se rapproche de vous, quelqu'un de proche, et qui vous dit j'ai gravi le mont Everest.
Mais j'ai pas gravi le mont Everest en claquant des doigts. Je me suis entraîné des années. Ça a été voilà, et puis à la fin ça a été des mois et des mois et des mois de préparation, et ensuite le parcours lui-même a été très long, ça a été extrêmement difficile, ça a été une prise de risque et tout ça, et à la fin vous allez lui dire mais chacun mais tout le monde gravit le mont Everest à sa manière, c'est peut-être pas exactement la même chose, mais c'est plus ou moins la même chose. Non, vous n'allez pas lui dire ça, parce qu'en faisant ça vous lui coupez la fierté qu'elle a à ce moment-là d'avoir réalisé quelque chose. Et donc, quand une personne ose parler de ses particularités, de son atypicité, de ce qui lui a demandé peut-être une partie de sa vie à accepter, parce qu'il peut y avoir, on ne se rend pas compte de l'effort que ça peut demander à une personne d'accepter une part d'elle-même, ou des parts d'elle-même. Ça peut être un travail énorme. Bref, on va continuer. Pourquoi c'est si difficile de ne pas être, je mets des guillemets, normal? Eh ben, déjà, il y a un instinct qui s'appelle l'instinct grégaire. L'instinct grégaire, c'est l'instinct qui pousse. Les animaux, par exemple, on parle souvent des moutons, mais il n'y a pas que les moutons qui sont grégaires, il y a plein d'animaux qui les poussent à se réunir. Ce sont des instincts sociaux, des instincts qui poussent à se conformer, qui poussent à se réunir en groupe. Alors se conformer à son groupe de référence, il y a plein de manières de se conformer, il n'y en a pas qu'une seule. On peut se dire rebelle, mais être très conforme à une certaine manière d'être rebelle. Donc l'instinct grégaire, on peut penser être sorti de l'instinct grégaire, mais on peut y être complètement dedans en fait. L'instinct grégaire, ça touche quasiment tout le monde. Quasiment tout le monde. À des échelles plus ou moins fortes. Il y a des gens qui sont plus sensibles, des gens qui sont moins sensibles. Justement, dans le cas de l'autisme, souvent, j'ai pu remarquer qu'il y a des autistes qui sont parfois un peu moins sensibles à l'instinct grégaire, mais ça ne veut pas dire qu'ils n'y sont pas sensibles. Malgré tout, il y a une sensibilité à l'instinct grégaire. Et derrière, pourquoi ? Parce que ça répond aussi à différents besoins de vouloir être normal. Il y a une pression sociale. Les gens, quand vous n'êtes pas normal, ils vous parlent plus. Tout le monde vous dit que tout va bien, mais vous voyez bien que voilà, c'est dans l'air. Il y a quelque chose dans l'air qui vous montre qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec vous. Et donc, besoin d'acceptation, besoin d'intégration, besoin d'avoir une identité, de se dire mais qui je suis moi ? Quelle image je peux avoir de moi-même qui va être positive à mes yeux ? Et donc, à quoi ça nous mène tout ça ? C'est que les différences ne se valent pas. Bien entendu qu'on est tous différents les uns des autres. Et bien entendu qu'on peut tous avoir ses propres défis. Et loin de moi l'idée de réduire ou d'atténuer ou de vouloir hiérarchiser les défis des gens. C'est pas du tout mon propos. C'est juste que le fait d'être atypique, ça répond à une forme de défi. Ce n'est pas tous les défis. Il y a des gens qui sont atypiques qui peuvent moins souffrir que d'autres personnes qui sont dépressifs. Mais par exemple, un dépressif n'est pas atypique. Enfin, c'est pas le nom qu'on peut donner à cette forme de souffrance. Et pour autant, quelqu'un qui est atypique, il va avoir un ensemble de difficultés dans sa vie qui sont assez spécifiques. Alors, premier truc que je voudrais dire, déjà, c'est quoi la norme en fait ? Différences ne se valent pas, mais pourquoi ? Alors, je vais déjà parler il y a 2 définitions à la norme. Il y a même plus que ça probablement, mais déjà je vais en parler de 2. La première, c'est la norme statistique. Alors par exemple, si vous prenez la taille de 100 personnes, vous allez voir que il va y avoir beaucoup de gens qui vont faire, 1m70 par exemple, et puis plus vous allez descendre très très bas, prenons que des adultes, à 1m50 il va commencer à y avoir beaucoup moins de gens, à 1m40 encore beaucoup moins, à 1m30 quasiment personne, et pareil de l'autre côté, 1m80 un peu moins, 1m90 moins, 2 mètres encore moins, et puis 2m20 quasiment jamais, ça existe mais c'est tellement rare. Et donc cette distribution, on va voir que elle forme une courbe, ce qu'on appelle la courbe de Gauss. C'est-à-dire beaucoup de gens au milieu qui sont dans la norme, et puis à droite dans les extrêmes, il y en a de moins en moins, et puis à gauche dans les extrêmes, il y en a de moins en moins. Et on s'aperçoit que énormément de choses répondent à
à ce principe. C'est-à-dire que vous pouvez tous avoir une taille unique, mais malgré tout, je n'ai pas besoin de faire un gros pari que si vous êtes adulte, vous ne faites pas 1m20 et vous ne faites pas 2m20. Il y a de grandes chances que vous fassiez aucune de ces deux tailles. Je peux me planter, mais c'est très peu probable. Parce que la majorité des gens ne font pas ces tailles-là. Et même, je peux faire un pari comme ça, sans trop me planter, que vous faites plus d'1m40 et vous faites moins d'1m90. C'est pas un pari hyper risqué de dire ça. Et pour autant, si vous faites moins d'1m40, cette différence ne vaut pas le fait de faire 1m70,5. Ou même 1m71,532. Parce que ça sera votre taille unique, qui va même varier un peu entre la nuit et le jour, parce que notre taille varie. Ce sera votre taille unique. Mais ça pose pas les mêmes défis. Tout comme, je sais pas, chacun a sa propre manière d'aimer, mais si vous êtes homosexuel, vous rencontrerez des défis qui seront un peu plus compliqués. Alors peut-être que votre entourage va vous aider, ou au contraire, votre entourage va vous laisser tomber, ça dépend. Ça dépend, et tout le monde, toute différence, ne se vit pas de la même manière selon son entourage aussi. Alors un autre exemple des normes statistiques, c'est la croissance. La croissance est normée. Quand on regarde la croissance des enfants, on essaye de voir s'ils sont dans une norme, et c'est pas pour rien, parce que ça peut poser des difficultés s'il y a une croissance trop rapide ou s'il y a une croissance trop lente. Et donc on se rend compte de quelque chose, c'est que, un peu à la manière de la sélection naturelle, elle va privilégier en masse certains traits, et elle va continuer à laisser des gènes ou des éléments, des traits, qui vont être plus rares. Alors je vais donner un exemple avec ça, c'est le sommeil. Le sommeil, la majorité des gens ont un sommeil moyen, c'est-à-dire sont ni très couche tard, ni très couche tôt. Mais en fait, si on y regarde de plus près, il existe une minorité de très couche tôt et une minorité de très couche tard. Et alors justement, en termes de sélection naturelle, c'est un intérêt. C'est un intérêt collectif. L'intérêt collectif, c'est que, bon, alors l'histoire que moi j'ai entendue, je ne sais pas si c'est vrai, mais on s'en fout. C'est de pouvoir se relayer la nuit, par exemple, pour garder un feu. Il n'y a pas besoin de beaucoup pour surveiller. Il suffit qu'il y ait quelques très couches tard qui se relayent avec les très couches tôt. Et d'ailleurs, ce qui est assez rigolo, c'est que ça se relaye pas mal. Quelqu'un qui est vraiment très couche tard, qui se couche facilement à 3h du matin, et un extrême lève tôt, il ne va pas y avoir beaucoup de zones où il n'y a personne, en fait. Et donc, mais souvent, ce qu'on peut remarquer, c'est que ça bénéficie au groupe. Quand on a un caractère très rare comme ça bénéficie souvent au groupe, mais ça bénéficie plus rarement à la personne en elle-même. Souvent, il peut y avoir ce truc, c'est-à-dire que, enfin, c'est pas que ça passe. Bien sûr, ce sont des avantages. On va en reparler aussi. Ce sont des avantages, mais ça pose des défis. Souvent, ces différences posent des défis en eux-mêmes. Par exemple, moi, j'ai une sensibilité sensorielle très forte. Ça me pose des défis. Ça me donne des avantages. Par exemple, au niveau auditif, j'ai une très bonne oreille musicale, mais ça me pose des défis tous les jours qui sont bien plus coûteux que ce que ça m'apporte, parce que je suis pas professionnel de la musique et j'en ai pas fait un métier. Ça m'aide en théâtre parce qu'il y a besoin d'une oreille musicale puisque je fais du théâtre, mais l'oreille du jeu, c'est ça dont je parle là. Ça m'aide beaucoup, mais bon, vu les coûts que ça pose, ouais, ça pose problème quand même. Ça pose des défis. Voilà. Et l'autre définition, ça va être la norme sociale, la norme statistique, mais aussi la norme sociale. La norme sociale, c'est ce qui est attendu dans une communauté donnée. Il y a plein de groupes possibles. Chez les jeunes, il n'y aura peut-être pas une norme sociale que chez les gens plus âgés. Il n'y a pas la même norme sociale chez, je sais pas moi, des punks. Ils ont aussi leur propre norme sociale de ce qui est bien de faire, de ce qui est pas bien de faire, du vocabulaire qu'ils utilisent ou qu'ils n'utilisent pas, de ce qui est naze et de ce qui est bien, et ainsi de suite. Et donc, on est extrêmement influencé par les normes sociales, sans nous rendre compte. J'entendais récemment une histoire. Une femme qui disait qu'elle avait pris du jus d'orange lors d'une soirée, voilà, bref.
sans rentrer dans les détails, elle était avec des amis et elle prenait du jus d'orange. Et bien rien que ça, en fait, elle s'était sentie exclue. Et en fait, ça pose la question si on avait posé la question si elle avait posé la question à ses amis, il aurait sûrement dit que ça ne changeait absolument rien qu'elle prenne un jus d'orange plutôt que de prendre des bières. Et peu importe qu'elle ait raison ou qu'elle ait pas raison, en fait, à la limite, peut-être que c'est elle, dans son comportement, qui s'est fermée. Peut-être. Mais moi, ce qui m'intéresse là-dedans, c'est pas surtout ça. Ce qui m'intéresse, c'est qu'elle a eu un sentiment d'exclusion, qu'on ne lui a pas payé des coups comme les autres se sont payés des coups entre eux, du simple fait qu'elle a changé juste une boisson. C'est-à-dire que c'est quelque chose de complètement irrationnel. Donc, vous imaginez que si le simple fait, le choix d'une boisson peut influencer le sentiment d'intégration, imaginez des différences, mais beaucoup plus importantes. Moi, c'est simple, par exemple, j'aime pas la bière, j'aime pas le café, donc déjà, des atypicités comme ça, j'en ai des tonnes. Je vais vous dire que c'est le moindre de mes soucis de ne pas aimer la bière et de ne pas aimer le café. Hein. C'est vraiment pas du tout un souci pour moi. J'ai d'autres difficultés qui, elles, sont des vrais problèmes. Pour moi, je vis pas mal ça. Mais voilà, c'est pour vous dire que... Alors on va dire, quel rapport avec la typicité de ne pas aimer bien le café ? Les sensibilités gustatives, tout simplement. Qui est probablement atypique aussi. Je dis sensibilité, j'en ai plein. Celle-là aussi. Voilà, donc il y a vraiment ce truc de l'explicite est très différent de l'implicite. Et donc les gens le sentent. Alors quand on leur dit que ça n'existe pas, mais tout le monde est unique, et que tout le monde accepte tout le monde, et qu'on ne fait pas de différence, mais que dans les faits, toute sa vie, on voit qu'il y a des différences, et ben forcément, ça aide pas. On a l'impression d'être un peu fou, quoi. On se dit mais c'est pas possible. Mais tout le monde nie, tout le monde me dit que ça ne change absolument rien, et je vois bien que ça change quelque chose. Donc, est-ce que je deviens fou ? Est-ce que ce que je perçois, c'est la vérité ? Et souvent, d'ailleurs, quand les gens font des diagnostics, c'est ça qu'ils cherchent. Hein. Ils cherchent à se dire, mais est-ce que je suis complètement fou à ressentir des choses qui n'existent pas ? Parce que, voilà, il y a une expérience qui montrait ça, que s'il y a 6 personnes qui disent le trait de gauche, il est plus long que le trait de droite, le 7e, il va penser pareil, alors que c'est faux. C'est l'influence sociale. Au bout d'un moment, quand il y a trop de gens qui disent quelque chose, on arrive à le croire ou à se poser des questions en se disant mais c'est pas possible. Ce que disent les gens et ce que moi je vis, c'est pas du tout la même chose. Voilà. Donc du coup, continuons là-dessus. Donc voilà, alors, il y avait l'exemple aussi par rapport à cette histoire d'implicite et d'explicite par rapport au football. Hein. Du coup, voilà, ce footballeur, là, lui, il était typiquement là-dedans, hein, parce que quand la personne a interviewé différentes personnes dans le milieu, apparemment, ça posait problème à personne. Hein. Mais ça, c'est l'explicite, encore une fois. Dans l'explicite, tout le monde est ouvert, tout le monde ne fait pas de différence, il n'y a pas de souci, tout le monde peut être homo, ça pose pas de problème. Mais dans les faits, lui il disait que tous les jours, il vivait des remarques, des choses qui étaient blessantes pour lui, parce que ça ne le visait pas lui, hein, lui il n'était pas découvert. Mais il expliquait, et encore une fois, peu importe que ce soit vrai ou pas vrai, que ce soit fantasmé ou pas fantasmé, mais imaginez la pression sociale comme ça peut nous influencer. Il disait qu'il était allé jusqu'à faire des chasses en forêt pour aller chasser des homosexuels pour prouver qu'il était hétérosexuel. Vous imaginez l'ampleur de l'impact psychologique que ça peut avoir, à quel point ça peut impacter des gens de se sentir différents. Alors maintenant, venons-en au fait à une différence bien particulière qui est le fait d'être atypique. Alors, je le redis tout de suite, hein. Quand je parle des atypiques et de leurs difficultés, souvent il y a des levées de boucliers parce que les gens se disent « oui, mais moi aussi j'ai des difficultés ». Mais bien entendu. Encore une fois, je ne hiérarchise pas du tout vos difficultés avec les difficultés des atypiques. Ou peut-être que vous-même êtes atypique d'ailleurs, hein, mais voilà, si vous n'êtes pas atypique, sachez que je ne hiérarchise pas du tout les difficultés. Tout le monde a ses défis, tout le monde a des souffrances.
Mais par exemple, si vous avez une jambe cassée, ben, je vais vous prendre en compte comme, ok, vous avez une jambe cassée et je vous écoute avec ça. Et quand quelqu'un est atypique, et ben pareil, je l'entends avec cette difficulté-là, qui est de vivre dans une société où le fait d'être atypique, ben, c'est pas toujours bien vu. Ça pose des difficultés. Et chaque difficulté peut s'entendre individuellement sans avoir besoin de la nier, en fait. Et même si des fois des difficultés sont moindres que d'autres, par exemple si vous avez une dépression grave, et que c'est pire que certaines personnes qui sont atypiques et puis qui sont finalement heureux, et ben chaque chose peut se prendre, un enfant qui s'est fait un petit bobo, on peut lui dire oh mais, tu sais mon petit, et des gens ils se cassent les jambes, et des gens ils ont bien pire que toi, alors c'est ton petit bobo, on s'en fout. Non, mon avis c'est de dire, on peut l'entendre cet enfant et se dire ben ouais, t'as un petit bobo et il vaut la peine d'être entendu, d'être écouté pour ça. Donc voilà, on est vraiment dans un défi spécifique aux atypiques qui est la problématique de la norme. Mais avec quelque chose de plus. C'est souvent les problèmes d'interprétation. C'est-à-dire que quand on est atypique et qu'on est sans masque, on va souvent avoir notre comportement, ce qu'on fait, ce qu'on vit, notre manière d'être va souvent être mal interprétée. Ça peut arriver que si on est authentique, ce sont des choses qui peuvent poser des difficultés. Alors là, je vais donner un exemple qui est plus lié à certains autistes, pas tous, mais à certains autistes. Puis par exemple, si on oublie de regarder quelqu'un, ben, pour la majorité des gens, l'interprétation, ça va être « tu me regardes pas, c'est que tu te désintéresses ». Et c'est sûrement vrai pour beaucoup de gens. Mais cette échelle d'interprétation, cette grille de lecture, ne marche pas. Souvent, ça ne va pas marcher avec des autistes, avec des atypiques. Et donc, pourquoi dire qu'on est atypique ? Eh bien justement, pour pouvoir dire ta grille de lecture ne marche pas avec moi. Je suis atypique. Il y a des choses que je vais faire, tu vas peut-être pas les comprendre. Je vais peut-être avoir un fonctionnement de raisonnement ou de ci ou de là que tu vas mal interpréter. Déjà, le premier truc de se définir comme atypique, c'est aussi une manière de dire aux gens cette différence, elle a un sens et c'est pas juste de la mauvaise foi. Encore un autre exemple qu'on va retrouver dans l'autisme, mais par exemple dans le trouble de l'attention, ça va être très fréquent aussi, et la fatigue par exemple. Et je parle pas de fatigue ordinaire, hein, je parle de fatigue, un épuisement du cerveau, quoi. Ben ouais, je suis fatigué. Ça veut pas dire que je me la coule douce et que je m'en fous, que je veux pas aider les autres ou que je m'en fous, que machin, ou souvent les gens ils vont dire machin il est paresseux ou je sais pas quoi. Non, n'interprétons pas avec cette grille de lecture. Bon déjà je recommanderais de jamais utiliser ces grilles de lecture là, hein, parce que bon, moi je pense que aller dire à quelqu'un qu'il est paresseux en fait, c'est juste pas comprendre ce qui le motive, c'est tout. Mais bon, passons ce détail. Pareil, quelqu'un qui va avoir du mal, quelqu'un qui fait clic-clac avec son stylo, l'autre il supporte pas. Il y a des gens, ils sont très sensibles au bruit. Mais c'est pas parce que c'est un emmerdeur. C'est parce qu'il a une sensibilité particulière au bruit. Donc quand on définit des termes, c'est pour dire, n'interprétons pas avec une grille de lecture qui va pas s'avérer juste, qui va pas être fonctionnelle en fait, tout simplement. Ça sert à ça de dire, je suis atypique, c'est que j'ai un fonctionnement atypique. Alors moi, une image que j'avais utilisée pour définir ce que c'est un atypique, c'était d'utiliser une expérience qu'on utilise chez les bébés. En fait, pour savoir si un bébé découvre quelque chose qu'il ne connaît pas, pour savoir s'il est surpris, et qu'il n'a jamais vu quelque chose, mais souvent, eh ben, il va regarder l'objet plus longtemps. Par exemple, si vous faites passer un cheval derrière un paravent et puis que de l'autre côté il se transforme en sirène, peut-être que l'enfant il va regarder plus longuement la sirène parce qu'il va se dire ah ben moi je pensais que c'était un cheval. Et donc cet effet de surprise là, il se quantifie. Et au fur et à mesure de l'âge, on est de moins en moins surpris par des choses. Et par exemple, même des gens qui ont des différences, par exemple quelqu'un qui est en fauteuil roulant, on va finir par intégrer ça comme étant
comme n'étant plus tellement nouveau en fait. Et donc j'avais écrit un article où j'expliquais que être atypique, c'est surprendre, même très tardivement, même à l'âge adulte. On continue à surprendre les gens. Si on porte pas de masque, je parle. Si on est complètement soi-même, on peut créer cette surprise. Alors, c'est une définition, elle est relative, elle vaut ce qu'elle vaut, mais je pense que ça peut être intéressant aussi pour aider à comprendre que être atypique, c'est souvent avoir plein de particularités qui sont pas attendues chez quelqu'un, en fait, qui ne peuvent pas créer, qui peuvent pas être facilement attendues ou qui peuvent pas facilement être cernées et compris. Et donc, du coup, ça crée des malentendus de fonctionnement, tout simplement. Quelqu'un qui a un trouble de l'attention et qui à un moment donné vous écoute pas, ça veut pas dire qu'il s'intéresse pas à ce que vous dites. Ça veut dire qu'il a un trouble de l'attention et qu'à un moment donné, ça lui coûte, à un moment donné, son attention elle fatigue et qu'il peut avoir énormément de mal à rester concentré tout simplement. Donc toutes ces particularités là, voilà, pour qu'elles soient entendues, des fois il y a besoin d'utiliser des mots tout simplement. Dire je suis atypique. Moi, je pense que ça serait intéressant que ce soit plus un tabou de pouvoir se définir avec des mots. Voilà. Après, ça peut être utile pour soi-même. Pourquoi utile pour soi-même ? On l'a vu tout à l'heure. À un moment donné, vous n'imaginez pas le combat que ça peut être d'accepter ce qu'on est, ce qu'on vit. À un moment donné, ouais, c'est con, mais oui, moi j'étais extrêmement soulagé qu'on me dise que, ok, je suis pas fou, monsieur, vous êtes autiste. Pourquoi ? Parce qu'on ne comprend pas. On nous dit, tout le monde vous répète, quand on fonctionne comme ci, on fonctionne comme ça, la norme c'est ci, la norme c'est ça. Et on le voit toute sa vie, et toute sa vie, on est seul avec ça. On n'arrive pas à comprendre pourquoi on fonctionne si différemment du reste du monde. Et un jour, on a une explication. Donc forcément, ça soulage, puisque c'est comme si, je reprends l'exemple des traits, tout le monde dit que le trait de gauche est plus grand, et moi, je suis le seul, je vois le trait de droite plus grand. Et donc je me demande si ce que je perçois c'est la vérité. Je me demande si je suis fou ou si c'est vrai. Je suis on finit par être dans le doute permanent. Quand les gens, moi par exemple, qui ai beaucoup de problèmes d'épuisement, et que les gens arrêtent pas de parler des paresseux, des profiteurs de la société et compagnie, et que moi, j'ai des difficultés, et que je suis très fatigué, quand les gens ils pointent ces gens-là en disant c'est des paresseux, est-ce que je suis pas juste un gros putain de paresseux ? Vous voyez le truc ? Donc à quel point l'impact de la société, essayez, dites-moi que vous avez aucun problème avec rien au niveau social, très bien, mais vous êtes exceptionnel. Si vous arrivez dans un groupe où tout le monde est assis, à vous lever, à mettre, vous êtes à un mariage comme ça, tout le monde est en train de manger, tout ça, à un moment donné, vous tapez sur un verre et juste vous vous levez et puis vous mettez une assiette sur la tête, ou je sais pas, vous faites un truc, vous mettez de torse nu, je sais rien, vous faites un truc complètement... Vous allez jamais le faire, moi je suis persuadé que vous allez pas faire ça facilement, parce qu'il y a des normes sociales. À ce moment-là, tout le monde est assis, à ce moment-là, tout le monde fait la même chose. On est extrêmement influencé par les normes sociales. On se rend pas compte, mais c'est extrêmement impactant. Il y a une expérience comme ça où il y a quelqu'un qui arrive dans une salle d'attente et il y a des personnes, à chaque fois qu'elles entendent un bip, elles se lèvent. Donc la personne, elle voit ça, qu'est-ce qu'elle fait ? Chaque fois que quelqu'un qui arrive, quelqu'un qui a le bip, elle se lève avec les autres et elle se baisse avec les autres. Sauf qu'à la fin, tout le monde part, et la personne du début se retrouve toute seule. Et quand derrière, il y a une personne qui arrive et voit cette personne qui est en train de se lever au moment du bip, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle fait pareil. L'autre, elle dit « Ah, mais il faut se lever... Oui, je sais pas, les autres, ils faisaient ça avant moi. Ah, ok, l'autre, du coup, se met à faire pareil. Et après, une troisième personne qui arrive de nouveau, et elle fait pareil, et ainsi de suite, et après, tout le monde se lève au bip. Personne ne sait pourquoi il le fait. Et je pense que ça peut être... qu'il faut faire attention de se dire « Oui, mais moi, je ferai jamais ça... parce que moi, machin... » Très bien, mais je pense qu'il faut accepter, à un moment donné, qu'on est des êtres grégaires, qu'on est sensible à la pression sociale. Oui, c'est pas facile de le dire, c'est pas hyper glorieux de dire qu'on est sensible à la pression sociale, mais on est sensible à la pression sociale. Et voilà, quoi.
moi je pense que ça s'entend complètement, le fait qu'à un moment donné on puisse avoir besoin de mots pour comprendre que ce qu'on sent c'est bien la vérité et qu'on peut avoir confiance en fait, c'est ça, je crois qu'il y a vraiment ce mot-là. Je crois que c'est se dire, je me permets d'avoir confiance dans ce que je ressens et dans ce que je vis, sans avoir une image négative que la société me renvoie. Que je fais pas attention aux gens, que je suis paresseux, que je suis un emmerdeur, que si, que là. Non, j'ai pas besoin de ça, je peux avoir confiance et des fois, se raccrocher à un mot, ça aide. Et pour finir, ce mot il sert à autre chose. Il sert aussi à se dire que derrière les faiblesses, parce que oui, quand on est atypique, il y a des faiblesses, mais il y a aussi des forces. Et là aussi, on peut dire presque comme tout le monde, chacun des faiblesses et des forces. C'est juste pas les mêmes faiblesses et c'est pas les mêmes forces. Et ça introduit à deux choses aussi. Ça introduit aussi à l'idée de diversité. On est différents et c'est ça qui est bien. C'est ça qui est positif. C'est qu'on est tous uniques, mais il y a des panels de différences qui peuvent aussi être complémentaires. Et moi je pense que dans ce qu'on appelle la neurodiversité, la diversité des fonctionnements cérébraux par exemple, il y a énormément de choses positives. Et aujourd'hui on ne fait pas assez confiance à ces personnes-là. La société entière se prive de talent et de force et de choses ultra positives parce que souvent il y a des préjugés, on a peur de la différence. Et là encore une fois, la personne s'en aperçoit bien. Donc voilà, ça va être la fin de ce podcast. Et pour finir, c'est ce que je voudrais dire, c'est que voilà, derrière les faiblesses, une personne atypique, il y a des forces qui peuvent être inattendues, que les personnes vont pas anticiper en fait, elles vont même pas y penser que vous pouvez avoir ces forces-là. Et même peut-être, même pire, peut-être que vous-même, vous n'y avez pas pensé que vous avez ces forces-là. Parce que c'est comme un oiseau qui a été éduqué parmi des éléphants, quoi, j'en sais rien, il va jamais penser qu'il peut voler, parce que les éléphants, ça vole pas, puis ça saute même pas. Donc il a jamais utilisé ses ailes. Donc voilà, ça sera le mot de la fin. J'espère que vous allez réussir à bien vivre, si vous êtes atypique en tant qu'atypique, et puis que vous allez réussir à déployer vos ailes.